Bonjour à tous, ravi de vous retrouver aussi nombreux pour cette masterclass sur le business plan, comment faire un business plan efficace. On va essayer de vous donner quelques clés, quelques recettes. Je m'appelle Pierre Capron, je suis le directeur du financement d'une association qui s'appelle France Active Métropole, qui est partenaire depuis de très nombreuses années du Conseil régional Île-de-France. Et je suis accompagné par Monsieur Loriot qui va se présenter. Bonjour à tous. Écoutez, moi je suis donc le créateur d'une entreprise qui a été accompagnée par le réseau France Active. Voilà, donc il s'agit d'un magasin, un concept de magasin alimentaire spécialisé en produits asiatiques. Voilà. C'est un magasin qui va s'adresser à différents types de clientèle, principalement les Asiatiques et puis aussi les Français. Voilà. Marché à fort potentiel, comme vous aurez peut-être pu le remarquer, avec des rayons exotiques de plus en plus importants en grande distribution. Également aussi chez Picard, surgelé, où vous verrez un rayon cuisine asiatique de plus en plus conséquent. Voilà, donc écoutez, je vous laisse avec Monsieur Capron. Alors, on a prévu d'abord, je vais vous dire un petit mot sur ce que c'est que France Active Métropole pour que vous sachiez en quoi je pense être un peu légitime pour vous parler de business plan. J'essaierai de vous dire aussi pourquoi c'est important de faire un business plan si jamais il y en avait parmi vous qui avaient des doutes. Ça peut arriver, j'en rencontre parfois qui me disent ça sert à rien un business plan, donc je vais essayer de vous convaincre que c'est pas la vérité. Ensuite, on va voir qu'est-ce que doit contenir un business plan, les principaux éléments. Notamment les tableaux financiers. Et puis je reviendrai sur les différentes sources de financement que vous pouvez aller mobiliser. Comment convaincre son banquier aussi, c'est un des objectifs de faire un business plan efficace, c'est de convaincre des partenaires financeurs. Et puis quelques bonnes pratiques pour présenter votre projet. Voilà. Avec ça, j'espère qu'on n'aura pas dépassé les 3 quarts d'heure qui nous sont alloués et qu'on aura même un tout petit peu de temps pour échanger si vous avez des questions à l'issue de la présentation. Alors, France Active Métropole, c'est une association loi 1901 qui a pour objet d'accompagner et de financer les entrepreneurs engagés sur leur territoire, engagés dans la création d'emplois, engagés pour une économie de proximité, une économie qui favorise l'insertion sociale et professionnelle. On intervient, nous, sur 3 départements. On est le fruit d'une fusion toute récente. On intervient sur 3 départements, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis et le Val-de-Marne. Mais le réseau France Active est présent sur toute la région Île-de-France. Et si vous avez votre projet, il est sur un autre département que ces 3-là. Vous pourrez retrouver les contacts et les coordonnées de nos collègues sur le site internet de la région notamment. Voilà, donc on est partenaire, je le redis, de la région Île-de-France dans le cadre d'un parcours entrepreneur leader dont je vous dirai un petit mot à la conclusion si vous ne le connaissez pas encore. Alors pourquoi faire un business plan préalable? D'abord parce que c'est souhaitable pour que vous puissiez vous projeter dans votre projet et que vous puissiez le structurer de façon la plus équilibrée possible. Donc c'est utile pour vous. C'est important pour prendre des bonnes décisions parce que vous allez très probablement, dans votre création d'entreprise, vous allez être amené à envisager des investissements. Et il faut que ces investissements ils soient rentables et qu'ils ne soient pas un coût démesuré pour votre entreprise. Donc ça va vous permettre aussi de juger de la pertinence de certains choix que vous allez être amené à faire. C'est nécessaire parce que si vous vous lancez sans business plan, vous n'avez pas de boussole, vous ne savez pas où vous allez et vous n'avez aucune idée si votre projet va être viable ou pas. C'est indispensable pour des acteurs comme moi, mais pour les banques aussi, parce que si vous demandez un financement quelque part, à qui que ce soit, on va vous demander un business plan. Et puis pour vous, ça va être utile pour piloter l'entreprise par la suite, parce que vous allez pouvoir confronter votre business plan, qui est une projection théorique, avant le démarrage de l'entreprise,
à la réalité concrète à laquelle vous allez être confronté une fois que vous aurez démarré. Et les écarts entre ce business plan théorique et la réalité concrète que vous allez rencontrer, il va falloir les jauger, les comprendre et éventuellement essayer de les corriger. Donc j'espère que s'il y avait encore des gens qui doutaient de l'intérêt de faire un business plan, vous n'avez plus aucun doute maintenant. Voilà, donc pour moi, vous ne pouvez pas créer une entreprise si vous n'avez pas fait cet effort-là. Voilà. Vous rencontrez peut-être des gens qui vous diront le contraire, mais moi, j'en suis convaincu. Alors, qu'est-ce que doit contenir un business plan ? D'abord, une présentation écrite et détaillée de votre projet. Il faut qu'on comprenne assez rapidement ce que vous allez faire et comment vous allez le faire. Donc, on ne peut pas se passer d'un petit effort rédactionnel, quitte à l'agrémenter de quelques photos, ça peut être utile, mais il va falloir faire cet effort rédactionnel. Et je reviendrai sur le contenu de ce rédactionnel. Et puis, il y a des tableaux financiers qui sont indispensables dans un business plan, qui sont annexés au business plan. Là aussi, je reviendrai sur ces différents tableaux. Il va falloir que vous ayez une petite maîtrise des éléments financiers, d'analyse financière. Qu'est-ce que c'est qu'un compte de résultat ? Comment ça se fait ? Qu'est-ce que c'est que le seuil de rentabilité, le besoin en fonds de roulement, qu'est-ce que c'est qu'un plan de trésorerie ou encore un plan de financement. Tout ça, il va falloir que vous soyez un petit peu familiarisé avec ces tableaux qui peuvent donner un peu peur comme ça quand on n'est pas un spécialiste en comptabilité ou en finance. Mais malgré tout, il faut que vous puissiez arriver à en maîtriser le contenu à défaut de le faire seul. Et il ne s'agit pas, encore une fois, forcément de le faire seul, même si avec M. Loriot, vous aurez peut-être tout à l'heure un contre-exemple, mais il vous expliquera pourquoi est-ce qu'il a réussi à s'en sortir tout seul, ce qui n'est pas mon conseil immédiat. Dans un business plan, on va devoir trouver d'abord vous et les collectifs des associés. En quoi vous êtes légitime pour porter le projet que vous avez aujourd'hui. On ne crée pas une entreprise comme ça, le matin en se réveillant et en se rasant ou en se brossant les dents. On crée une entreprise parce qu'on a de l'expérience dans le métier, parce qu'on a un véritable savoir-faire et qu'on a aussi un désir et un projet. Mais ça, il faut l'expliquer. Et le premier point de départ du business plan, c'est vraiment votre légitimité sur le projet entrepreneurial. Et il faut nous donner envie à travers vous. Il faut étudier le marché. On ne se lance pas n'importe comment quand on crée son entreprise. Il faut étudier la concurrence, il faut étudier la clientèle, il faut la connaître. Et par pitié, si vous avez un projet qui est très local, ne vous limitez pas à une étude du marché national. Les grands chiffres, je vous dis n'importe quoi, vous voulez créer une agence immobilière demain matin, vous pouvez me parler du marché immobilier français aujourd'hui, d'accord, mais le marché immobilier à Paris, le marché immobilier au fin fond de la Creuse, c'est pas le même. Et le potentiel n'est pas le même. Donc, il faut tenir compte des réalités locales. C'est pas forcément facile à faire, une étude de marché. Il n'est pas forcément utile de faire une étude de 150 pages. Mais voilà, regardez, avoir un peu creusé quand même les conditions de marché, c'est important. Ensuite, il faut que vous nous présentiez comment vous vous projetez dans votre entreprise, comment elle va fonctionner. La clientèle que vous ciblez, elle a une solvabilité, elle a un potentiel, elle a des conditions de vie qui sont différentes selon les endroits où vous allez vous implanter. Comment vous allez la toucher, avec quelle stratégie commerciale, avec quels moyens humains vous allez fonctionner. Est-ce que vous allez être seul, avec des salariés ? Vous avez besoin d'être combien pour faire le chiffre d'affaires que vous avez prévu ? Quel matériel, évidemment, il faut souvent un peu de matériel. Comment vous allez communiquer, ça rejoint un peu la stratégie de communication, la stratégie commerciale aussi. Bien sûr, un petit point sur la réglementation. Il y a des métiers qui nécessitent d'avoir des diplômes ou qui ont des règles spécifiques. On ne peut pas faire n'importe quoi dans tous les métiers. Et puis, mais ça vient à la fin, ce n'est pas le point de départ. Quel est le statut juridique que vous allez, auquel vous allez recourir en fonction de votre situation et de votre projet. Donc voilà, tout ça, ça doit figurer de façon plus ou moins détaillée en fonction de votre projet dans le business plan. Vous devrez aussi nous expliquer dans votre business plan comment vous vous projetez au niveau de votre activité, quel chiffre d'affaires vous espérez réaliser.
Il ne s'agit pas de sortir un chiffre du chapeau et de dire, voilà, je me lance et je vais faire 1 million d'euros de chiffre d'affaires la première année. On vous le souhaite, mais il va falloir nous le justifier et être en capacité de démontrer les hypothèses que vous avez retenues. Donc le plus simple pour ça, c'est de découper son chiffre d'affaires. Alors ça dépend évidemment de votre activité, mais en nombre d'unités, en prix moyen par exemple. Et tout ça va vous donner des projections qui vont pouvoir être confrontées avec la réalité de votre secteur d'activité. Le but du jeu étant d'être le plus près possible de ce qui va vous arriver. Il ne sert à rien de faire un business plan où on prévoit de faire 1 million d'euros de chiffre d'affaires s'il n'y a aucune chance d'y arriver. Vous allez surgonfler vos besoins de démarrage et vous allez vous planter très vite. Donc, le plus près vous serez de la réalité qui vous attend, le plus vous aurez de chances de réussir. Et encore une fois, un business plan, ça doit donner envie. Ça doit être faut faire un peu d'effort quand même de présentation parce que c'est quelque part votre carte de visite professionnelle avant même d'avoir démarré. Voilà, si vous faites un truc bâclé, c'est pas super attractif pour celui qui va le découvrir. Alors les tableaux financiers, c'est souvent un peu le plus dur. Là-dessus, j'insiste. Si vous n'êtes pas en capacité de le faire seul, faites-vous accompagner. Il y a des tas d'organismes qui existent, qui sont notamment conventionnés par la région Île-de-France dans le cadre du parcours entrepreneur leader, les consulaires, les boutiques de gestion. Il y a des experts comptables aussi qui peuvent le faire. Faites-vous accompagner, ça vous aidera à mettre les tableaux dans le bon format, parce qu'il y a un certain formalisme qui est exigé, et un compte de résultat, ça respecte des normes comptables, et vous ne pouvez pas faire n'importe quoi. Donc un compte de résultat, c'est quoi? C'est un tableau de synthèse qui vous projette sur 1 an, sur 3 ans, dans le futur, et qui va prévoir vos produits et vos charges consécutives à l'activité que vous allez réaliser. Nous, ce qu'on exige en général sur un business plan, c'est que vous ayez une projection à 3 ans. Évidemment, plus on est loin, plus c'est théorique, plus la chance que vous fassiez exactement ce qui est prévu est faible. Mais ça permet de se projeter quand même à moyen terme et de voir si votre activité, elle a une chance d'être rentable à l'horizon des 3 premières années. On peut tout à fait concevoir qu'une activité qui démarre ne soit pas rentable la première année, à condition évidemment de l'avoir anticipé au niveau de vos ressources de démarrage, pour pas que vous vous retrouviez en difficulté de trésorerie, on le verra après. Mais malgré tout, on ne fait pas une entreprise pour perdre de l'argent. Donc si votre business plan révèle qu'il n'y a aucun espoir de rentabilité à court terme, à moins d'être une start-up qui va lever énormément d'argent, je ne vous dis pas que ça n'arrive pas, mais c'est quand même la minorité, le reste du temps, il est important de se projeter pour avoir un résultat économique à l'équilibre et même si possible excédentaire. Donc dans ce compte de résultat prévisionnel, vous avez différents soldes intermédiaires qui sont les uns et les autres utiles pour regarder si par exemple si vous avez une activité d'achat-vente, si vous faites une marge qui est correcte, qui est suffisante. Et là, nous, ça va nous permettre de regarder avec travers ces soldes si au regard de votre secteur d'activité, vous êtes à peu près dans les clous de ce qui se fait. Vous avez prévu... Monsieur Loriot, il va ouvrir un commerce de produits asiatiques, il vous a dit. Dans son business plan, il nous a présenté des tableaux équivalents sur lesquels on avait ses ventes prévisionnelles et les achats de marchandises en face. Tout ça, ça vous donne une marge brute. Cette marge brute, elle doit être à peu près conforme à ce qui se pratique dans les secteurs, parce que s'il nous montre une marge brute qui est 2 fois supérieure à la moyenne du secteur, naturellement, moi, la première chose que je vais lui demander, c'est comment vous faites pour faire 2 fois mieux que vos concurrents. Est-ce que vous avez une baguette magique? En général, ça n'existe pas. Donc voilà. Tout le travail d'un financeur va être de questionner ce business plan, de questionner tous les chiffres qu'il y a dans vos tableaux et de s'assurer qu'ils sont réalistes et cohérents.
La dernière ligne, le résultat net, n'est pas forcément la plus intéressante, même si c'est souvent celle qu'on a tendance à regarder. C'est important de détailler, je vous ai dit, le chiffre d'affaires, mais c'est aussi important de détailler les charges. Là, je vous ai mis un tableau simplifié pour que vous y voyez quelque chose, parce que l'écran n'est pas si grand que ça, mais ce n'est pas suffisant, ça. Les frais généraux, c'est trop vague. Il faut détailler les différents postes de charge, les assurances, les loyers, les frais de carburant, je ne sais quoi encore, l'électricité, etc. Poste qui a tendance à augmenter en ce moment. Voilà. Et puis bien sûr, les salaires, si vous avez du personnel, les salaires et les charges, c'est en général un gros poste de dépense. Donc faites ça le plus détaillé possible, le plus sérieusement possible, avec des éléments probants. Quand je dis probant, c'est que par exemple, je vous parlais tout à l'heure de l'assurance. Encore une fois, ce n'est pas un chiffre qui doit sortir de votre chapeau. C'est que vous devez être allé voir un assureur et lui dire, voilà, au regard de mon activité, peut-être même plusieurs, hein, ça peut toujours être intéressant de faire marcher la concurrence, au regard de mon activité, combien va me coûter l'assurance, responsabilité civile et professionnelle, et du local, si j'ai un local, pour mon activité. C'est un exemple. Hein. Il y a évidemment plein d'autres choses que vous devez aller vérifier. La notion de seuil de rentabilité, elle est extrêmement importante. Elle doit découler de ce tableau de compte de résultat prévisionnel. L'idée, c'est quel est le chiffre d'affaires minimal au regard de mes charges fixes que je dois faire pour être rentable économiquement. Donc il y a des modèles de compte de résultat qui vous calculent le seuil de rentabilité en fonction de ce que vous avez indiqué comme charge variable et de charge fixe. Et ça va vous permettre de vous dire, voilà, sur mon activité d'épicerie asiatique, compte tenu de mon loyer, de mes charges de personnel que j'ai estimées, il va falloir que je fasse X milliers d'euros de chiffre d'affaires à minima pour espérer être rentable. Et donc ça, c'est un élément très important, parce que si vous voyez que au démarrage, ensuite, vous êtes sur la mauvaise pente et que vous êtes très loin d'atteindre ce chiffre d'affaires minimal, il y a le feu au lac, il va falloir réagir très vite. Donc encore une fois, ça vous permet de piloter l'entreprise au démarrage. Ce n'est pas simplement un exercice de style pour nous faire plaisir. Après, il y a le plan de trésorerie. Alors, le plan de trésorerie, ça découle des chiffres en partie que vous avez pu saisir dans le compte de résultat. Ça va décliner vos encaissements et vos décaissements dans le premier exercice qui arrive. Ce n'est pas la peine de le faire sur 3 ans, un plan de trésorerie. Je sais que parfois certains s'amusent, entre guillemets, à me faire un plan de trésorerie sur 3 ans. Honnêtement, c'est trop aléatoire pour être vraiment utilisable. En revanche, sur les 12 premiers mois, ça vous permet au moins de vous dire, voilà, j'attends des encaissements qui ne sont pas forcément d'ailleurs liés à l'exploitation, qui peuvent être liés à des emprunts, qui peuvent être liés à mes apports pour démarrer l'entreprise. Et à la fin, une fois que j'ai payé mes fournisseurs, mes salariés, qu'est-ce qui reste en caisse? Si vous voyez qu'à la fin d'un mois, parmi les 12 premiers mois de votre activité, vous vous retrouvez en négatif, il y a un problème. Pourquoi? Parce que quand vous démarrez une boîte, il est rare que votre banquier vous autorise un découvert bancaire important. Bon, si vous êtes proche de zéro, il ne devrait pas trop vous embêter, hein, si vous avez une bonne relation avec lui, mais dès que vous allez commencer à frôler le millier d'euros et plusieurs milliers d'euros, là, ça va devenir critique. Et donc, il est préférable de l'avoir anticipé dans votre financement de démarrage, parce que si vous l'avez demandé à l'avance, le crédit, vous serez plus sécurisé que s'il faut revenir taper à la porte du banquier au bout de 6 mois en lui disant finalement je suis parti un peu trop juste en trésorerie et je n'ai plus de quoi tenir aujourd'hui. Encore une fois, il y a peu de chances que le banquier vous accueille avec le sourire si vous arrivez comme ça. Donc ce document, il est aussi essentiel pour se projeter dans ces 12 premiers mois. Et donc là aussi, on va détailler l'ensemble des rentrées et des sorties. Là, on n'est pas dans une logique comme le compte de résultat où ça peut être, quand vous faites du chiffre d'affaires, d'ailleurs, ce n'est pas forcément du chiffre d'affaires qui est encaissé. Hein. C'est là où il faut distinguer trésorerie et résultat. Vous pouvez très bien facturer et puis être payé beaucoup plus tard. Hein.
Donc, vous pouvez dégager un résultat positif la première année, mais avoir votre trésorerie qui se dégrade parce que vos clients vous payent au calende grec. C'est le cas parfois dans le bâtiment, par exemple, où vous allez faire les chantiers, vous allez engager des dépenses de personnel. Si vous n'avez pas demandé d'acompte à vos clients, s'ils vous payent au bout de 3 à 6 mois, ce n'est pas forcément très légal quand c'est entre entreprises, mais ça peut arriver, vous allez vous retrouver, plus vous allez développer votre chiffre d'affaires et plus vous allez vous retrouver en difficulté. Donc ça, il faut l'anticiper. C'est ce qu'on appelle le besoin en fonds de roulement. C'est une notion qui est parfois un peu difficile à comprendre, mais il faut vous dire, c'est comment fonctionne mon cycle d'exploitation. Est-ce que j'ai tendance à payer mes fournisseurs avant d'encaisser ce que me doivent mes clients, ou est-ce que c'est l'inverse? Dans l'activité de M. Loriot, normalement, une fois que le business sera rodé, il va payer ses fournisseurs plus tard que ses clients vont le payer. Quelque part, comme une grande surface, les clients vous payent comptant, les fournisseurs, vous les payez à 30 jours. Ça vous génère un besoin en fonds de roulement négatif. C'est pas un problème. Ça dépend des secteurs d'activité. Vous avez d'autres secteurs qui sont structurellement avec un BFR positif. Ça veut dire que les clients vous payent avec des retards et vous devez avancer les charges. Donc anticipez-le. Et en général, quand on démarre une activité, on prévoit un BFR positif, donc on prévoit de la trésorerie pour y faire face. Il vaut toujours mieux partir un peu surfinancé que de partir au plus juste. On ne sait jamais, quand même si on se projette le plus sérieusement possible dans le futur, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Il y a parfois des grosses surprises. L'année dernière, il y avait quand même une énorme surprise qui s'appelle le Covid. Je peux vous dire que ceux qui se sont lancés avant vous il y a 2 ans, voilà, ils ont dû faire le gros dos et ça a été quand même la mauvaise surprise pour beaucoup. Ceux qui étaient les plus justes, ils ont été très très vite défragilisés. Dernier tableau essentiel dans un business plan, c'est le plan de financement. C'est ça qui doit vous permettre de définir quels sont vos besoins de démarrage et comment vous allez les financer. Avec vos apports éventuellement, c'est mieux, avec la banque, avec des aides diverses et variées comme des prêts d'honneur qu'on peut vous accorder. Là, je vous ai mis un exemple, évidemment, ça ne veut pas dire que c'est le vôtre, mais c'est un exemple classique de plan de financement qu'on peut voir, nous, à France Active. Vous avez besoin d'acheter des logiciels pour démarrer votre activité. Vous avez besoin d'avoir un peu de matériel et puis un dépôt de garantie qu'on va trouver en immobilisation financière. Il vous faut un petit peu de stock en plus de marchandises. La TVA, puisque ça c'est des montants hors taxes, la TVA qui s'ajoute. Et puis la fameuse trésorerie ou le BFR de démarrage, qui est un peu le matelas de sécurité au moment du lancement. Ce matelas de sécurité, pour l'évaluer, encore une fois, ça dépend des normes sectorielles. Pour une activité comme M. Loriot, d'épicerie, magasin de distribution, il n'y a pas forcément besoin de prévoir un gros besoin en fonds de roulement au démarrage. Mais pour d'autres activités, il va falloir prévoir 3 à 6 mois. Vous vous lancez dans une agence immobilière, le temps que vous rentriez les mandats, le temps que les ventes se fassent, ça peut prendre facilement 6 à 9 mois. Pendant ce temps-là, il faut payer les charges, il faut payer les salaires, il faut payer le loyer du local. Donc il faut avoir une trésorerie très importante sur ce type d'activité. Et comment vous allez financer ces besoins? Avec vos apports. Encore une fois, le plus vous avez d'apports, le plus ce sera aisé pour convaincre un financeur et notamment une banque de vous suivre. Mais on est dans un pays qui est quand même assez formidable pour ça. Si vous n'avez pas d'apport ou si vous n'en avez pas suffisamment, il y a des aides qui existent pour vous aider à compléter vos apports et si vous avez un bon projet, à trouver des financements, notamment par des prêts d'honneur qu'on peut vous consentir au sein du réseau France Active ou du réseau Initiative France ou du réseau Entreprendre aussi. Vous les croiserez peut-être sur cette journée. Ces prêts d'honneur, ils sont obligatoirement couplés avec un prêt bancaire. Et là aussi, on peut vous aider à obtenir ces prêts bancaires en se portant garant pour ceux qui sont demandeurs d'emploi. Le réseau France Active peut se porter garant pour vous. La BPI peut aussi jouer ce rôle de garant sur certains projets. Je
fois. D'ailleurs, sur M. Loriot, c'est la BPI qui va vous garantir, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, donc et le plan de financement, évidemment, il doit être équilibré. Hein. Donc l'équilibre, il se fait au niveau de la trésorerie qui va vous rester au démarrage, mais les besoins égalent les ressources sur un plan de financement. Je reviens sur les différents moyens de financement que vous pouvez mobiliser. Il faut chercher tous azimuts. Il ne faut pas vous limiter à une seule ressource. D'abord, évidemment, il y a vos apports personnels. Ce qu'on appelle la love money, c'est votre entourage. Hein. Les proches que vous pouvez mobiliser, c'est important. Hein. Des fois, il y en a qui arrivent à avoir du soutien, même modeste, ça peut toujours être utile. Si vous avez un projet avec un gros potentiel qui va faire saliver les investisseurs, pourquoi pas aller chercher des business angels, mais bon, ce n'est pas donné à tout le monde. Le financement participatif, c'est quelque chose auquel il ne faut pas hésiter à penser, notamment quand vous avez un produit un peu innovant. Ça a un double intérêt. D'abord, ça va vous permettre de tester votre activité quand vous faites par exemple, si vous proposez votre produit sur un site de financement participatif, vous allez par exemple chercher à faire 100 ou 200 ventes avant le lancement, donc c'est de la pré-vente, et ça va montrer l'intérêt que votre produit a auprès du public. Donc c'est une forme d'étude de marché en direct, en vrai. Ça va crédibiliser votre potentiel, au-delà de la ressource que ça peut amener au démarrage. Les prêts bancaires, évidemment, les banques ont un rôle à jouer. Une des erreurs que je vois souvent, moi, sur des projets, c'est la tentation de tout autofinancer. Si vous avez la chance d'avoir un peu d'argent, c'est de vous dire « Ah non, moi, la banque, je ne veux pas en entendre parler, je vais me débrouiller tout seul. » Ça, c'est une erreur. C'est une erreur parce que d'abord, statistiquement, c'est vérifié partout, des projets qui sont bancarisés ont un taux de pérennité bien plus élevé que ceux qui ne le sont pas. Pourquoi ? Parce que la banque, elle va aussi vous enquiquiner gentiment, hein, comme nous, on peut le faire, vous obliger à vous améliorer et s'assurer que vous êtes correctement financé. Donc, n'autofinancez pas l'ensemble de vos besoins, même si vous en avez les moyens. C'est toujours utile d'avoir un banquier dans son partenaire dans son projet. Les prêts d'honneur, c'est ce qu'on peut vous accorder en complément des prêts bancaires. Et puis, il y a aussi des solutions de crédit bail. C'est pas à exclure. Quand vous avez un projet qui nécessite beaucoup d'investissement, la banque peut avoir plus de facilité à vous faire un crédit bail. Ça devient une charge dans le compte de résultat et pas un emprunt qui pèse sur l'équilibre du bilan de l'entreprise. Et ça peut être tout à fait pertinent de mobiliser ce type de solution dans certains projets. Voilà. Et puis, sur les tout petits projets, il y a aussi le microcrédit que propose l'ADI quand vous n'avez pas la possibilité d'avoir accès au crédit bancaire. Vos apports personnels, ils se découpent en deux grandes catégories. Le capital social, les comptes courants d'associés. Il est important de bien réfléchir à la répartition que vous allez faire entre capital social et compte courant. Ça n'est pas anodin, même si c'est de l'argent, dans tous les cas, que vous allez investir dans l'entreprise. Le capital social, on a souvent l'image que c'est de l'argent qui est stérilisé, bloqué, que vous ne pouvez rien faire. Non, ça sert à investir. Hein. Ce n'est pas de l'argent c'est de l'argent qui est bloqué à la banque. Vous allez le déposer à la banque pour créer l'entreprise, mais ensuite, vous pouvez l'utiliser pour investir. Par contre, la nuance entre les deux, c'est que le capital, vous ne pourrez pas le reprendre. Hein. Une fois que l'entreprise va se développer, que sa trésorerie va s'améliorer, vous ne pourrez pas reprendre ce capital, il appartient à l'entreprise. Les comptes courants, vous pouvez les reprendre. Donc la tentation, elle est souvent de minimiser le capital et de maximiser les comptes courants d'associés. Réfléchissez bien, il est vrai que la loi, aujourd'hui en France, autorise de créer des entreprises avec 1 euro de capital. Ce n'est pas forcément pertinent. Ce n'est pas forcément pertinent parce que ça donne une image que vous ne voulez pas vous investir dans votre projet. Et puis, si jamais votre entreprise génère des pertes la première année, ça va vous obliger à la recapitaliser. Ça va générer des frais. Il va falloir demander à un expert comptable de faire tout un tas d'opérations qui vont vous coûter plus cher au final que si vous aviez, dès le départ, mis un capital social un peu cohérent. Donc, là aussi, prenez des conseils. Ce n'est pas, encore une fois, le plus judicieux de faire le minimum syndical sur la répartition entre capital et compte courant.
Et puis pour le banquier, voilà, ce sera quand même un indicateur très précis de votre volonté de vous engager dans le projet au-delà du temps que vous y consacrez. Un conseil en termes de montage de votre plan de financement. Il faut savoir que les banques financent aisément tout ce qui est investissement matériel, mais ont beaucoup plus de mal à financer l'immatériel, le stock, les dépenses de communication, qui sont pourtant nécessaires pour lancer une entreprise. Voilà. Tout ce qui est intangible, elles ne vont pas vous le financer. Donc quand vous réfléchissez à votre stratégie de financement, pensez à ce que la banque peut financer, et vous ne financez que ce qu'elle ne financera pas. Vous le faites financer avec l'appui des prêts d'honneur, par exemple. Mais ne faites pas l'inverse, c'est-à-dire commencer par payer les travaux du local avec votre apport. Et puis vous retournez, une fois que vous avez les poches vides, vers votre banquier en disant voilà, maintenant il faut que j'achète mon stock. J'ai fait mon local, il est magnifique. Je suis prêt à démarrer, mais j'ai plus un copec pour financer le stock. Le banquier ne vous le financera pas. Et nous, comme avec nos prêts d'honneur, il nous faut un prêt bancaire en complément, on ne pourra pas vous aider parce que la banque ne pourra pas intervenir. Donc vous voyez, il y a une réflexion à avoir sur qui finance quoi. Et autant nous, on peut financer tout type de besoin, mais sous condition qu'il y ait un financement bancaire, autant la banque, elle, ne financera pas tout et n'importe quoi dans votre projet. Alors, quand vous aurez fini tout ce travail sur le business plan, il sera temps d'aller voir votre banque et d'aller essayer de la convaincre de vous financer. Pour convaincre votre banquier, il faut avoir ce business plan détaillé, réaliste. Encore une fois, ça ne sert à rien de gonfler les chiffres pour le plaisir. Moi, je vous sors des business plans comme des petits pains, ce n'est pas un problème, avec des chiffres magnifiques à la sortie. Mais si ce n'est pas réaliste, ça ne sert à rien. Et on va tout de suite s'en apercevoir. Donc soyez précis, soyez juste, et ne surgonflez pas vos perspectives. Ça ne fera que décrédibiliser votre projet. Calibrez votre demande auprès de la banque en fonction de ce qu'elle sera financée. Et voilà, c'est encore une fois pas la peine d'essayer de... Enfin, on voit parfois des projets avec, par exemple, des sites internet. Sachez que ça, c'est difficile à financer, un site internet. S'il y a juste un site à financer, c'est de l'immatériel. La banque, ça va pas elle pourra rien en faire si jamais votre entreprise ne marche pas. Et donc, elle aura énormément de mal à vous financer un site internet à 50 000 €. Si c'est un tout petit site, ça peut s'envisager, mais si c'est des gros montants, ça va être très vite compliqué. Les banques exigent un apport minimal. Alors, vous allez forcément me demander combien. C'est variable, mais c'est variable en fonction aussi de votre degré de risque, de la solidité de votre projet, de votre solidité financière. On a tendance de dire qu'on prête qu'aux riches, c'est pas juste, mais il y a une part de vérité quand même. Plus vous avez un patrimoine important, plus vous avez des revenus importants, plus ce sera facile d'aller convaincre votre banquier. En moyenne, on va dire qu'il faut être en capacité d'utiliser d'au moins 20% d'apport sur le plan de financement. Ça peut être vos apports personnels, ça peut être nos prêts d'honneur. Tout l'intérêt des prêts d'honneur, c'est justement de faire en sorte que ceux qui n'ont pas les moyens, mais qui ont un bon projet, ils puissent se lancer quand même. Voilà. Alors après, il faut avoir un projet en rapport avec ses moyens. Parfois, j'ai des entrepreneurs qui veulent se lancer, qui veulent créer demain matin le concurrent de Google ou de Mythic ou je ne sais quoi. Ouais, avec 1 000 € en poche, c'est pas possible. Soyons clairs. Faut être réaliste. Par contre, un petit projet, quand on a 1 000 € en poche, c'est possible. Et c'est possible, et même d'aller lever un peu d'argent auprès des banques. Nous, en général, on intervient en amont des banques. Pas toujours, mais il n'y a pas de règle. Mais quand c'est un peu compliqué, on peut intervenir en amont des banques. C'est-à-dire qu'on va examiner votre projet. Et c'est ce qui s'est passé pour M. Loriot. On va vous donner un accord, si on juge le projet bon, avant que les banques vous suivent. Ça va donner du crédit à votre projet et ça va vous faciliter l'obtention du prêt bancaire. Alors, en général, les banquiers nous connaissent. Nos structures existent depuis certaines plus de 20 ans. On travaille avec toutes les banques qui financent la création d'entreprise. Et donc, quand elles voient arriver un projet
qui a le label France Active, Initiative France, Réseau Entreprendre. Ça facilite beaucoup les choses. Voilà, donc pour conclure, presque, parce que je vois l'heure qui tourne, il faut que vous ayez des documents qui soient correctement présentés, c'est le b.a.-ba. Il faut que ce soit cohérent, un minimum. Et c'est pour ça que d'ailleurs la cohérence, on ne peut pas l'avoir tout seul. Hein. C'est bien de se confronter à un regard extérieur. Restez pas tout seul pour faire tout ça. Le plus vous travaillez avec des personnes qui vont avoir un regard critique et bienveillant, hein, il ne s'agit pas de vous casser, mais d'avoir ce regard critique, ça va vous aider à progresser et à peaufiner votre projet. Présenter un projet en rapport avec vos capacités, notamment financières, je l'ai dit, c'est une évidence. Essayez de chercher des financements en amont, de ne pas attendre le dernier moment. Faites valider votre projet, notamment chez nous, ça ne vous sera que favorable. Et si vous pouvez, tester votre activité, par exemple avec des plateformes de crowdfunding, qui nous permettront, nous, de détailler vos prévisions d'activité et de chiffre d'affaires. Un petit mot rapide sur le parcours entrepreneur-leader, dont vous pourrez trouver d'autres explications, je crois, dans d'autres ateliers ou en bas. C'est un parcours qui se déroule en 3 phases. Une phase d'accompagnement amont où justement on va vous aider à monter ce fameux business plan. Pour rentrer dans cette phase-là, il faut déjà que vous ayez quand même un peu réfléchi à votre projet. On ne va pas tout inventer sans vous. Donc vos projections de chiffre d'affaires, comment vos clients, les paniers moyens, des choses comme ça, c'est à vous de l'amener. Ensuite, le formalisme du business plan et des tableaux financiers. Là, les organismes d'accompagnement comme les consulaires ou les boutiques de gestion sauront parfaitement vous aider. La phase 2, c'est le financement. C'est là où vous arrivez chez nous. Vous avez votre projet, votre business plan qui est finalisé. Vous venez à nous pour trouver des financements complémentaires à vos apports et essayer de trouver des partenaires bancaires. On va expertiser votre projet, on va vous titiller un petit peu. J'espère que vous avez compris qu'on vous titille gentiment, mais on vous titille quand même. On vous passe devant un comité d'agrément qui est composé de bénévoles et qui va décider ou pas de vous suivre. Monsieur Loriot pourra peut-être en parler. Voilà. Et si tout va bien, on vous accorde les financements et les fonds sont débloqués quand vous avez le cofinancement bancaire en face. Le suivi, il intervient en phase 3. Donc une fois que vous avez démarré l'activité, on ne fait pas que vous financer, on vous accompagne dans la durée. Le but du jeu étant que votre entreprise elle soit pérenne. C'est super de financer des créations d'entreprises, mais si elle se casse la figure au bout de 6 mois, c'est qu'on a loupé un truc, vous et nous. Et c'est un échec pour tout le monde. Donc c'est pas ce qu'on veut. Donc on vous soutiendra parce qu'on croit à votre projet et on se donnera ensemble les chances que vous réussissiez. Voilà, vous avez, pour ce qui nous concerne, les coordonnées sur Nanterre, Créteil et Bobigny de nos établissements. Encore une fois, si vous êtes sur un autre département, c'est pas nous qu'il faut appeler, hein, ce sera mes collègues des autres départements. Je laisse la parole à Monsieur Loriot qui pourra vous dire peut-être comment il s'y est pris pour faire son business plan. Eh ben, écoutez, donc on vient de voir en fait la partie accompagnement de France Active. Moi, ce que je vais vous présenter en fait, c'est tout le travail en fait qu'il y a en amont de l'entrepreneur, justement avant de commencer à discuter avec eux. Donc, comme il vous l'a dit, j'ai essayé d'avancer un maximum de mon côté en autodidacte. Voilà. Donc, je vais vous donner un petit peu quelques clés, quelques conseils pour vous faciliter un petit peu ce travail. Voilà. Donc, déjà, le business plan en fait se décompose en 2 parties, comme vous venez de le voir, hein, la partie comptabilité, finance, et la partie marketing, commercial. Voilà. Donc, les 2 ne sont pas à négliger. Mais je vais commencer en fait avec la partie comptabilité finance parce que selon moi c'est souvent la partie qui est la moins maîtrisée en fait par les créateurs d'entreprises. Donc moi ce que je peux vous conseiller en fait c'est déjà d'essayer de vous plonger dans un plan de financement. Essayez de comprendre ce que vous pouvez. Vous en trouvez sur internet, hein. C'est assez facile. Des modèles, vous pouvez effectivement aussi en demander à France Active. Donc plongez-vous dedans. Au début, peut-être que vous n'allez pas comprendre grand-chose. Mais moi, ce que je vous recommande de faire, c'est peut-être d'aller sur YouTube.
C'est bête à dire, mais moi j'ai trouvé beaucoup de vidéos intéressantes de part de comptables, experts comptables, voire des professeurs. Donc, allez voir ces vidéos. Peut-être qu'au début, vous n'allez pas comprendre grand-chose, voilà, puisqu'il y a des notions assez obscures, comme on l'a vu, hein, la capacité d'autofinancement, la CAF, le BFR, toutes ces choses-là. Donc petit à petit, en fait, votre connaissance de la finance va s'étayer. Voilà. Donc ça va vous aider. Moi, ce que je peux vous recommander aussi, c'est d'aller sur le site de la BPI. Donc sur le site, vous avez un outil de construction d'un... BPI-création.fr de mémoire. Effectivement, c'est une source d'information extrêmement précieuse. Voilà, merci. Oui, oui, effectivement. Et puis, il y a aussi donc, cet outil qui est mis à votre disposition gratuitement, qui vous permet de construire votre plan de financement vous-même. Donc, je vous recommande d'essayer. Ce n'est pas toujours facile, puisque je pense qu'au final, il faudra que vous vous fassiez accompagner d'un expert comptable. Voilà. Mais bon, tout le travail que vous aurez fait en amont pour essayer de comprendre tout ça, ça vous aidera aussi à communiquer avec l'expert comptable, à comprendre ce dont il vous parle, et puis bien sûr par la suite communiquer plus facilement avec les banques, montrer que vous connaissez votre sujet, puisque ça va énormément les rassurer. C'est une chose de maîtriser son concept, de maîtriser son produit, la clientèle, mais aussi derrière, il faut que vous montriez que vous êtes en capacité de gérer votre entreprise. Voilà. Ensuite, évaluer les besoins de financement. Donc, pour moi, c'est essentiel. Il faut l'évaluer au plus juste, voire essayer de le gonfler un petit peu, on va voir. Alors, comment vous pouvez l'évaluer ? En fait, vous pouvez déjà commencer à vous imaginer en tant que... Comment dire ? Vous pouvez vous imaginer que vous avez déjà commencé votre activité. Vous avez déjà eu vos fonds, vous êtes au pied du mur. Voilà, il faut démarrer. Qu'est-ce que je vais faire pour démarrer ? Écoutez, donc j'ai un local vide, c'est ce qui est mon cas. Voilà, qu'est-ce que je vais avoir besoin de faire dans ce local pour commencer mon activité ? Je vais avoir besoin de faire des travaux, je vais avoir besoin d'investir. Donc, se poser toutes les bonnes questions. Et ça, j'ai envie de dire, jusqu'au papier WC. Vous imaginez que vous allez avoir besoin de nettoyer votre surface de vente. Vous allez avoir besoin, par exemple, quand il pleut, d'un tapis devant votre entrée pour que les gens ne ramènent pas de saleté ou d'eau dans la surface de vente. Voilà, comme je vous disais, le papier WC. Tout ça, c'est des choses que vous pouvez dès aujourd'hui budgéter. Vous pourrez aussi fournir la liste de tous ces investissements, que ce soit les plus gros aux plus petits, à votre banque. Elle verra que vous avez fait votre travail sérieusement et que vous n'aurez pas a priori pas de surprise lorsque vous démarrez votre activité. Parce qu'au final, tous ces petits investissements peuvent représenter plusieurs milliers d'euros. Et ce n'est pas au dernier moment qu'il faudra se poser la question de se dire tiens, il faut que j'injecte encore, il faut que je trouve un peu d'argent personnel pour injecter dans l'entreprise. Monsieur Loriot, pardon, je vous coupe, mais il reste 3 minutes. Est-ce qu'il y aura des questions ou pas ? Parce qu'il faut peut-être. Ouais, il y a quelques questions. On peut peut-être répondre aux questions pour éviter de vous frustrer trop. Allez-y. Oui. D'abord, félicitations, c'est très bien présenté. Merci. Mais il manque quand même une chose, à mon avis. Vous n'insistez pas assez sur le produit. Parce que il faut donner une représentation concrète du produit quand vous présentez un dossier. On ne finance pas un dossier papier ou digital. Il faut donner une représentation concrète des prototypes de produits, voir si vous installez un restaurant ou autre, montrer le site, etc. Merci de votre précision. Tout à fait d'accord. Deuxième, en ce qui concerne les prévisions, moi je recommande un outil gratuit qui s'appelle FISY, F-I-S-Y, pour faire un plan à 3 ans. Je pense que c'est la meilleure solution. Parce que ce sont des séries de tableaux connectés et ça vous évite de faire des erreurs. Moi j'ai fréquenté beaucoup de créateurs qui font ça sur de l'Excel et à chaque fois, excusez-moi, ils merdent. Passez-moi l'expression. Donc avec un logiciel ad hoc, je pense que vous avez beaucoup moins de risques d'erreur. D'accord, merci. Merci pour ces
Suggestion? On fait vite parce qu'on a plus que 2 minutes, alors c'est des questions courtes, s'il vous plaît. Ok, bonjour et merci beaucoup pour votre présentation. 2 points, moi j'ai besoin de financer de l'innovation sur un produit industriel et donc il va falloir que j'investisse dans des brevets, dans des moules, des choses dans ce style-là et dans une phase de R&D. Est-ce que vous intervenez à ce niveau-là et quel est le type de financement que je peux obtenir pour ça? On n'intervient pas trop à ce moment-là. Pourquoi? Parce que nos prêts, ils sont remboursables assez rapidement, avec un différé maximum de 6 mois. Et la R&D, en général, ça prend plusieurs années. Donc, ce n'est pas les bonnes solutions de financement quand vous êtes à ce stade-là. Nous, on intervient quand vous êtes près de la commercialisation. Là, il faut plutôt aller chercher des aides à l'innovation. Il y a des aides régionales. Je pense que vous trouverez des conseils, notamment en bas. InnovUp, notamment. Voilà, vous pouvez obtenir des subventions s'il y a vraiment une innovation intéressante dans votre projet. Mais non, pas de prêt d'honneur à ce stade-là. Non. Mais ça marche avec BPI, InnovUp. Hein, ouais. Donc, une question, voilà. Et, bon, voilà. 2 questions. D'abord, je suis étonné que vous disiez que les banques ne financent pas l'immatériel, parce qu'en fait, elles le font maintenant. Hein. C'est plus compliqué, mais elles le font. Mais ma question, elle est par rapport, vous avez présenté un business plan pour un créateur d'entreprise. Que conseillez-vous en termes de business plan pour une entreprise qui a fait déjà le parcours, qui a validé son business model et qui veut faire un business plan de développement basé sur ce qu'il a fait? Est-ce que vous avez des conseils particuliers? Oui, après, là, ça va être un peu court de vous répondre comme ça, mais de toute façon, les tableaux qui sont là, ils sont utilisables aussi et nécessaires dans un business plan de développement. L'avantage sur du développement, c'est qu'effectivement, on a un historique. Donc, ce que vous allez présenter sera un peu plus étayé que des projections qui restent très théoriques sur une création. Donc, ce sera plus facile pour nous de se dire vos prévisions sont réalistes au regard de ce que vous avez ou pas, au regard de ce que vous avez fait par le passé. Nous, on a souvent des entreprises qui ont assez peu d'activité sur les 2-3 premières années, qui viennent nous voir avec effectivement un projet de développement. Là, il va falloir quand même nous convaincre que le projet de développement, il est réel et que le démarrage, il est effectivement imminent, parce que dans le cas contraire, si vous n'avez pas démontré votre capacité à faire les 3 premières années, c'est pas un coup de baguette magique qui va résoudre la solution la troisième ou 4e année. Oui, bonjour. Donc ma question va être simple. En fait, pour un projet déjà monté, déjà prêt pour être lancé, comment trouver un investisseur auquel on peut avoir confiance ou un business angel? En fait, c'est quoi la démarche pour trouver un investisseur? Vous avez sur Internet plein de business angels que vous pouvez trouver, notamment en Ile-de-France, il y en a quelques-uns. C'est ce que j'ai vu. Mais vous les contactez. Après, vous pourrez peut-être les trouver aussi sur des salons de l'entrepreneuriat, par exemple. Mais il faut les contacter en direct. Là, je ne peux pas vous donner de... Il n'y a pas des clés, des astuces, parce que, en fait, imaginons j'ai un secteur bien précis dans lequel je veux créer une entreprise. Bon. Qu'est-ce qui empêche le business angel ou l'investisseur de s'emparer de mon projet? Parce que, imaginons, j'amène un super projet. Il se dit, tiens, le petit jeune, il a une bonne idée. Il se dit ça. Ok, je vais vous contacter. Mais qu'est-ce qui l'empêche de prendre le pouvoir après dans votre entreprise? Je sais pas, parce qu'en fait, je vais présenter un projet hyper intéressant. Je vais faire ma présentation. Moi, c'est ça ce qui m'empêche de me lancer. Ce que vous craignez, c'est qu'on vous pique votre idée, c'est ça? Oui, et on ne peut pas protéger. Je me suis renseigné auprès de la Chambre des commerces. On ne peut pas protéger une idée. En fait, on peut protéger, par exemple, l'innovation, un matériel que je vais créer, des machines. Mais une idée, on ne peut pas la protéger. Mais un projet, vous ne pouvez pas le protéger. Confiance? La confiance est importante quand on se lance dans un projet. Comment faire confiance? Un accord de confidentialité. S'il y a un problème, ensuite, vous pouvez l'attaquer. Mais vous avez une preuve que vous lui avez présenté le dossier un temps donné. Moi, en tout cas, je peux vous dire que pour ce qui nous concerne, d'abord, tous les membres de nos comités qui sont bénévoles signent effectivement cet accord de confidentialité
quand ils écoutent vos projets, et qu'après, nous, notre métier, c'est d'accompagner les créateurs d'entreprise. On a autre chose à faire que d'aller vous piquer votre idée. On n'est pas là pour ça. Hein, voilà. Maintenant, pour les Business Angels, je ne peux pas parler en leur nom. C'est pas mon cas. Oui, bonjour. Vous avez parlé de capital social. Pour le secteur agence immobilière, vous en avez aussi parlé. Est-ce qu'il y a un benchmark que vous conseillerez de déposer comme capital social, montant crédible sur le secteur? Non, je ne dirais pas qu'il y a un capital par secteur d'activité, et je ne vous dirais pas, vous créez une agence immobilière, il faut 10 000 euros de capital social. C'est une question de moyens, de ce que vous avez comme apport. Encore une fois, la minimisation de votre capital social n'est pas forcément une bonne idée. Voilà. Maintenant, il ne s'agit pas non plus de mettre 100 000 euros de capital quand ce n'est pas utile. Donc, ça dépend de vos apports, ça dépend de combien vous avez besoin de lever, et aussi de vos perspectives d'activité. On aura un peu plus de mal à croire à une entreprise qui a 1 000 euros de capital qu'elle espère faire 1 million d'euros de chiffre d'affaires la première année. C'est pas très réaliste. Oui, oui. Voilà. Merci. Une question. Vous parlez surtout de sociétés en création. Oui. Donc, vous êtes revenu tout à l'heure sur éventuellement des plans de développement. Mais aujourd'hui, votre part d'aide, c'est plutôt sur la création d'entreprise, ou plutôt pour accompagner une société qui est déjà en 4e année, mais qui a besoin de se développer encore par rapport pour répondre à ces marchés. On finance principalement de la création, mais on finance aussi de la reprise dans une moindre mesure, et puis également des entreprises en développement jusqu'à 6 ans après création. Au-delà de 6 ans, on n'intervient pas. Il faut qu'on arrête, je suis désolé, on me fait des signes, on va se faire mettre à la porte. Voilà. Merci à vous, bon courage.